Oui, c'est un sujet qui présente un double intérêt. Le premier, effectivement, c'est que c'est le plus grand génocide du XXIe siècle, puisque selon l'ONU et diverses ONG, c'est près de 10 millions de morts en 30 ans. C'est une guerre civile et un génocide qui a démarré, je dirais, dans la foulée des événements du Rwanda de 94-95. Et puis il y a une deuxième grille de lecture aussi qui nous a intéressés, c'est qu'en fait, derrière ces massacres, eh bien, il y a une entreprise de déstabilisation de l'influence française dans cette région d'Afrique par le Rwanda et par ses parrains anglo-saxons, là aussi depuis 30 ans. Mmh. Aujourd'hui, la France, elle a quand même un intérêt, au Congo, et d'ailleurs Thierry Mariani essaie souvent de le rappeler à notre antenne, mais donc aussi, au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez peut-être, expliquer aux auditeurs en quoi ce sujet du Congo doit aujourd'hui intéresser et préoccuper, les Français? Alors le Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo, c'est près de 140 millions d'habitants qui sont francophones. C'est en réalité le premier pays francophone au monde. Et c'est un pays qui est une ancienne colonie belge, qui d'ailleurs n'a pas vraiment de contentieux, il y a pas de repentance exigée par les Congolais vis-à-vis des Belges, bien que la colonisation belge ait été assez brutale. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo se tourne plutôt vers la France parce qu'évidemment, elle cherche du soutien. Elle est depuis 30 ans la victime de son voisin, le Rwanda, qui est un petit pays. Quand on regarde la carte, le Rwanda est vraiment minuscule, mais par contre extrêmement agressif et surtout soutenu depuis 30 ans par les puissances anglo-saxonnes et aussi tout le lobby néoconservateur. D'ailleurs, en France, quand vous regardez les personnalités qui soutiennent le Rwanda depuis 30 ans, qui continuent de le soutenir d'ailleurs dans la guerre d'agression menée au Kivu, eh bien, vous retrouvez toujours les mêmes, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, Raphaël Glucksmann, vraiment tout le lobby néoconservateur qui est, je dirais, très actif sur ce sujet. Et la France, qui est en recul en Afrique quasiment partout, aujourd'hui trouve un écho très favorable dans ce pays, au Congo, bien que, je dirais, le comportement d'Emmanuel Macron et ses revirements successifs soient aussi analysés et compris sur place. La République démocratique du Congo attend la France, attend les Français. Et c'est intéressant parce que, justement, dans ce pays, les gens ont une vision très positive de la France. Il y a pas du tout, on n'est pas du tout dans le wokisme ou dans la repentance ou dans les positions qu'on peut trouver, dans les reproches qu'on peut trouver, par exemple, en Algérie. Et paradoxalement, notre présence y est très faible. Et l'intérêt que porte Emmanuel Macron pour ce pays est aussi très faible. Et ça s'explique une fois encore par l'influence très forte et la puissance de ces lobbies qui, depuis 30 ans, soutiennent le Rwanda, alors que la France n'a pas vraiment d'intérêt au Rwanda. Je le rappelle aussi, on va peut-être y revenir, mais la République démocratique du Congo, sur un plan économique, c'est gigantesque, parce que ce pays détient les toutes premières réserves dans des minerais précieux, comme le coltan, le cobalt, l'or aussi. Et donc tout ce qui est logique, tout ce qui est dans le sens des intérêts français devrait nous pousser à renforcer un partenariat avec ce pays. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit en ce moment. Alors justement, vous parlez de ces ressources, qui se trouvent, dans les terres congolaises. C'est bien évidemment l'une des, motivations aujourd'hui, des conflits qui ont lieu, au Congo. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors l'Est du Congo, c'est la région de l'Ituri et du Kivu, où nous nous sommes rendus pendant près de 3 semaines, Régis et son cadreur. Et cette région, c'est une région qui regorge de minerais, dont on se sert par exemple pour faire les téléphones portables, etc. Le coltan, le cobalt, l'or, et il y en a d'autres. Et en fait, cette région, elle est la proie de prédateurs, de bandes armées qui sont, depuis 30 ans, armées, formées, instrumentalisées, dirigées par l'armée rwandaise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU et des rapports d'ONG internationales. Aujourd'hui, je dirais, c'est prouvé, c'est absolument pas contesté par qui que ce soit. Et la stratégie rwandaise, en fait, a été de créer une zone en fait, d'insécurité, une zone de non-droit dans cette région pour pouvoir s'accaparer ces ressources naturelles congolaises. Et Mmh. aujourd'hui, c'est d'ailleurs dans tous les rapports aussi internationaux, le Rwanda exporte et vend sur les marchés internationaux des minerais qu'il ne produit pas parce que son sol ne détient pas de minerais. Voilà. Donc, on a aujourd'hui, depuis 30 ans, organisé le viol d'une souveraineté qui est la souveraineté du Congo avec des frontières qui sont théoriquement internationalement reconnues.
et une situation de non-droit dans laquelle, et c'est dramatique, se colle un génocide parce qu'en fait, ces bandes armées, pour pouvoir régner en maître, n'ont pas seulement conquis des territoires, elles y font régner la terreur pour que cette zone de non-droit, en réalité, devienne à court moyen terme une zone indépendante, un espèce de pays indépendant. Ils savent qu'ils peuvent bénéficier, ils en ont bénéficié du soutien des démocrates américains pendant plus de 25 ans. Là, l'arrivée de Donald Trump, pour eux, change la donne parce que Donald Trump a fait du règlement de ce conflit entre le Congo et le Rwanda une de ses priorités. Donc le Rwanda va devoir prendre un peu de recul. Il n'a plus les appuis qu'il avait au début. Au début, le Rwanda, et d'ailleurs son président Paul Kagame, réussissent à prendre le pouvoir dans ce pays et ensuite à étendre leur politique, à étendre leur influence au-delà des frontières vers le Congo, en direction de ses mines, parce qu'ils bénéficient du soutien de Bill Clinton, de toute l'administration démocrate, et aussi des Anglais, qui voient par ce viol de la souveraineté et cet établissement d'une zone de non-droit et de guerre civile, la possibilité de faire reculer l'influence française. La France qui était très présente au Zaïre. Le Zaïre, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. La France, c'était un soutien du général Mobutu. Et donc les Anglais ont tout fait avec leur proxy Paul Kagame, qui bénéficie lui-même d'un proxy qui s'appelle le M23 et d'autres groupes armés. Eh bien, ils ont tout fait pour que la France, en fait, parte et perde ses points d'appui dans la région. Alors, le Rwanda, en tout cas, au début, semble seulement une force de soutien à une déstabilisation initialement menée par le M23, qui est une sorte de groupe rebelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ces attaques de groupes armés, de ces milices, sont officiellement reconnues et revendiquées par le Rwanda ? Non, pas du tout. En fait, ils l'assument parce qu'ils ne le nient pas vraiment. D'ailleurs, ce n'est pas possible pour eux de le nier puisque ça a été démontré 1000 fois. Donc simplement, aujourd'hui, ils expliquent que, et comme Trump met la pression pour que le président rwandais signe un accord avec les Congolais, ils expliquent qu'en fait, c'est plus leur problème, qu'ils sont au Rwanda et que finalement, s'il y a une guerre civile au Congo, s'il y a des bandes armées, c'est le problème du Congo. La question, c'est que ces bandes armées ne sont pas apparues comme ça par miracle. Elles sont apparues parce qu'il y avait le soutien rwandais, et sans le soutien rwandais, elles disparaîtront. Voilà. Donc, je dirais que le Rwanda est obligé de s'adapter aujourd'hui à une situation qui est que Trump veut que tout ça s'arrête. Et la seule manière pour le Rwanda de faire bonne figure par rapport à Trump et de ne pas s'attirer le courroux du président américain, c'est officiellement de se retirer de ce conflit, de prendre le plus de distance possible et en fait de régionaliser en fait ce conflit en guerre civile, c'est-à-dire que ils vont laisser leur proxy en fait occuper tout l'espace et expliquer qu'ils y sont pour rien et que finalement c'est au Congo de régler ces problèmes. Alors, on a donc cet homme rwandais, Paul Kagame, qui explique, qui est d'ailleurs donc le président du Rwanda, qui explique également, en fait c'est Alain Juillet qui est dans votre revue, parce que Alain Juillet vous donne un entretien, et explique qu'effectivement Paul Kagame joue sur cet esprit de repentance qu'on cultive énormément en France et avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la façon dont il accuse la France et la façon surtout dont on peut se défendre? C'est Paul Hogarth qui rétablit quelques vérités à ce propos. Oui, la stratégie de Paul Kagame pour neutraliser la France, pour conserver les mains libres et que finalement continuer d'isoler la République démocratique du Congo, puisque la Belgique en fait est très peu active. C'est un pays qui en fait aujourd'hui est seul. Eh bien, c'est de jouer sur ce qui marche le mieux avec les Français, c'est-à-dire la repentance. Donc, il reprend une technique expérimentée par les Algériens et d'autres d'ailleurs, qui consiste à dire que l'armée française, très précisément, est complice du génocide rwandais. Ce qui, vous l'avez rappelé, Jacques Hogarth le démontre, est totalement faux. Voilà.